Joyeux anniversaire. À toi. Joyeux anniversaire. À toi. Oui, vous devinez quoi? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jean-Michel Trogneux. En d'autres termes, joyeux anniversaire, Brigitte Macron, première dame Brigitte Macron. Je suis tellement excitée de plonger là-dedans, de présenter au public qui est exactement Jean-Michel Trogneux, où il se trouve. Il est temps de commencer cette partie de la série. Alors, bienvenue de nouveau dans notre série Devenir Brigitte. D'accord, donc quelques points à récapituler. J'étais tellement frustrée à la fin du dernier épisode, parce que tant d'entre vous avaient commenté, Candace, il est temps que tu crées un arbre généalogique. Et nous avions déjà créé un arbre généalogique. Nous étions tellement occupés que j'ai oublié de te le montrer, évidemment, dans l'émission. Donc j'ai complètement raté le coche là. Je m'excuse, bien sûr, quand nous faisons ce genre de série, comme la série sur Kamala. Et maintenant, en regardant cette série sur Brigitte, il y a tellement de noms que cela devient confus. Et c'est bien de ralentir un peu et de pouvoir visualiser qui et quoi exactement nous parlons. Alors, faisons un peu marche arrière et commençons par là. Je vous montre maintenant l'arbre généalogique de la famille Emmanuel Macron. D'accord. On dit prétendument ici parce que j'ai plein de questions au fur et à mesure que nous approfondissons l'histoire, mais ses parents, Jean-Michel, Macron, puis il y a Francis Nog. Évidemment, nous avons beaucoup parlé la semaine dernière, en particulier de Germaine, qu'il appelle affectueusement Manette, n'est-ce pas? C'est elle qui a partagé cet amour pour les livres centrés sur les pédophiles avec son petit-fils. Elle est, comme nous vous l'avons mentionné la semaine dernière, le seul membre de la famille qu'il inclut dans ses histoires d'enfance tout au long de son autobiographie qui s'intitule Révolution. Je voulais donc dépasser cela, je voulais parler de révolution, comprendre que c'est en fait le graphique de Macron. Et puis, bien sûr, comme je l'ai dit, sa mère, ce que nous avons décrit. Dans l'épisode de la semaine dernière, ou il y a quelques jours, l'épisode, c'était que le docteur Francis Nogue, sa mère, quand elle a été présentée pour la première fois au monde, elle a été présentée comme pédiatre, qui aidait d'une certaine manière le Bureau de la Sécurité sociale. Et ensuite, nous avons eu cette énorme révélation dans le dernier épisode où nous avons appris, je rigole, grâce au travail de la Sécurité sociale, j'ai oublié de mentionner qu'elle aide les personnes transgenres et intersexes à obtenir de nouvelles identités. Je veux dire, c'était un détail majeur. Majeur, majeur. Je veux dire, c'est vraiment explosif. Et il est important que vous vous en souveniez au fur et à mesure, car cela signifie que la famille immédiate de Macron était impliquée dans l'aide aux personnes ayant des problèmes de genre pour devenir quelqu'un d'autre. En d'autres termes, il facilitait l'émission des identités gouvernementales qui permettaient aux gens de se débarrasser légalement de leurs anciennes identités et de leur véritable sexe biologique. Nous devons nous réveiller au fait que c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelles en sont les implications? Faisons juste une pause là. Quelles sont les implications si je décide, d'accord, je suis Candace Owens? Non, j'ai l'impression en fait que je suis née homme et donc je vais changer mon nom. Je vais changer mon nom en Jean-Michel Trogneux. D'accord? Et puis, quelqu'un sort et dit, vous savez, Candace Owens est cette personne. Puis-je donc les poursuivre pour diffamation en disant que je suis Candace Owens si j'ai légalement changé mon nom en Jean-Michel Chagnon? Est-ce que cela devient la base d'une poursuite en diffamation si vous êtes capable de vous débarrasser de votre identité? Je veux que vous réfléchissiez à cela au fur et à mesure que nous avançons dans cette série. Il est très important de se rappeler cela, que sa mère s'occupait de cette capacité au Bureau de la Sécurité sociale. Je devrais aussi ajouter ici qu'ensuite, de manière choquante, lors d'une interview très rare, sa mère a accordé à une journaliste nommée Gail Shakaloff. Elle écrivait une biographie sur le couple Macron. La biographie s'intitulait Juste nous deux. Et elle a parlé avec sa mère et sa mère a dit quelque chose de très étrange. Elle a dit, je cite, et c'est dans ce livre, pour moi, Brigitte n'est pas une belle fille. Excusez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Brigitte est mariée à votre fils. Elle a été mariée à votre fils depuis très longtemps. Elle est tombée amoureuse de votre fils quand votre fils avait 14 ans. Que veux-tu dire par là pour moi? Elle n'est pas une belle fille. Quelle en est l'implication? Que pourrait-elle être d'autre? Que pourrait-elle être d'autre pour vous, la première dame? Donc, on va juste laisser ça là. D'accord, maintenant, jetons un œil à l'arbre généalogique de la famille Brigitte Macron. D'accord. Nous avons
D'autres choses importantes à retenir. Donc, vous avez Brigitte qui aurait été mariée pendant 32 ans à ce gars, André Louis Osier, et ils auraient eu 3 enfants, Lawrence Osier, Sébastien Osier et Typhon Osier. Il est maintenant important de se rappeler, ce dont nous avons parlé dans l'épisode précédent, que la première dame a tendance à se tromper régulièrement dans ses interviews. Par exemple, elle se trompe sur la date du décès de sa sœur, Mary Vaughn. Elle s'est complètement trompée sur la date du décès de sa prétendue nièce. Et nous commençons à penser à cela comme à une stratégie plutôt qu'à autre chose. Ce n'est pas juste une question d'oublier des dates, c'est parce que vous essayez d'embrouiller le public et une grande indication de. Cela était Typhon, sa fille, qui a mal donné à la fois la date et la manière de l'enterrement de son père à Paris. Match Magazine, magazine hebdomadaire. Comment est-ce possible? Rappelez-vous, nous en avons parlé. Nous pouvons ressortir ce graphique. Un mystère très étrange concernant ce personnage d'André Louis Osier. À quel point c'était bizarre, nous ne pouvons pas le souligner assez. Nous apprenons cela de son premier cousin, d'accord? Il avait un premier cousin nommé John Louis Osier, et c'est là que cela est devenu vraiment confus pour certaines personnes. Il y avait un premier cousin, et ce premier cousin, puis a décrit qu'en gros, il avait poursuivi les journalistes ou en le méprisant dans la photo de mariage. Ce premier cousin s'est alors fâché parce que le palais de l'Élysée l'a un peu poussé à la poursuivre pour diffamation, en faisant semblant de vouloir se joindre à la plainte. Mais ensuite, Brigitte Macron a refusé de simplement dire « Remettez cette photo. » Ouais, c'est moi sur la photo de mariage. Elle a refusé de faire cela et s'est un peu retirée. Et donc, il n'était pas content de cela. Il n'était pas content. Il se sentait utilisé par le palais de l'Élysée. Il s'est confié à un journaliste et nous dit des choses vraiment étranges concernant l'enterrement de son cousin, concernant les funérailles de son cousin, concernant la crémation de son cousin, principalement. La chose la plus étrange étant que le palais de l'Élysée était impliqué. D'accord. Il voulait s'assurer que ces funérailles se déroulent comme un voleur dans la nuit. Il ne voulait pas que le public apprenne cela. Et ils l'ont vu franchir la ligne d'arrivée. Et pourtant, malgré cela, Brigitte Macron n'a pas assisté aux funérailles de son prétendu ex-mari. Jusqu'à 32 ans, le prétendu père de ses enfants. Nous voulons nous assurer qu'il soit enterré, d'accord? Mais nous n'allons pas nous montrer, ni moi ni le président ne allons nous montrer. Et puis Typhon va juste faire une énorme erreur dans Paris Match et dire « J'ai enterré mon père le 24 décembre ». Et puis on apprend, non, il a en fait été crématisé le 28 décembre. Et c'était 1 an auparavant. Et c'est la photo que tu utilises parce que tout a été détruit. D'accord, c'est fou. Donc, oui, rappelle-toi que nous avons appris cette information, pas d'un théoricien du complot. Nous avons appris cela du cousin, John, Louis, Osier, le cousin d'André, d'accord? Celui qui a réussi à poursuivre Natacha Ray pour diffamation parce qu'elle a supposé à tort que c'était lui, d'accord? Ce que nous savons et que nous avons confirmé dans l'épisode précédent, c'est que cet homme, et nous pouvons vous montrer à nouveau sa photo d'obituaire, parce qu'il n'existe pas d'autres photos de lui, de la photo de mariage à celle-ci, toute sa vie a été détruite. Mais ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'il a en fait existé. Ils ont menti sur l'endroit où il travaillait, à quelle banque il travaillait. Encore une fois, des tonnes de petits mensonges pour envoyer les gens dans des impasses afin qu'ils puissent faire une erreur. Mais ce que nous ne pouvons pas vous dire, c'est ce qui lui est réellement arrivé. Nous ne pouvons pas déterminer ce qui lui est arrivé sur la base du témoignage de son premier cousin, car cela dépend de si vous croyez ou non sa partenaire, la femme qui était à ses funérailles, qui a affirmé qu'elle avait trouvé des billets pour l'Afrique dans sa poche, qu'il avait vidé tous ses comptes bancaires. Et si vous pensez potentiellement, ou vous pourriez dire, et ou si vous croyez, le journaliste de Paris Match qui a ensuite écrit cela, André a en fait passé les derniers jours de sa vie dans une unité psychiatrique, gardée par nul autre qu'Alexander Benalla. Maintenant, il faut qu'on parle de ce gars, d'accord? Parce qu'il est important. Il est très important parce qu'il est apparu, en fait, plusieurs fois, mais nous devrions creuser en profondeur pourquoi cela. Cette accusation particulière est importante parce qu'il est intéressant de constater que malgré le fait qu'ils aiment poursuivre les gens, ils ne sont jamais allés après ça. Un journaliste qui a affirmé qu'Alexandre Benalla, l'ancien chef de cabinet adjoint d'Emmanuel Macron, gardait, pour une raison ou une autre, une unité psychiatrique porte d'André. Donc, nous savons pour un fait que
Le palais Élisa était impliqué au moins dans ses funérailles. Et ce journaliste met cela. Donc je pense qu'on devrait explorer ça. Nous devrions parler de ça, Alexandre Benalla, parce que ce n'est pas une mention subtile de la part d'un journaliste. D'accord? Nous avions d'abord mentionné Alexandre Benalla dans l'épisode d'introduction, quand nous vous avons parlé d'une sorte de, je ne sais pas comment le décrire, comme un syndicat, presque de pédophiles. Ce sont ces pédophiles accidentels autour desquels Emmanuel Macron se retrouve constamment. D'accord? Nous avons mentionné Olivier Duhamel. C'était l'homme qui a été accusé par sa belle-fille d'avoir molesté son frère jumeau quand il avait 13 ou 14 ans. Elle a écrit cela dans un livre. Et, au fait, comme le délai de prescription était écoulé, il n'a jamais été traduit en justice. Mais il a admis que c'était vrai, qu'il avait en fait abusé sexuellement de son fils adolescent. Eh bien, l'une des choses qui l'a aidé, parce qu'il était si proche d'Emmanuel Macron, c'est qu'il l'a aidé quand il s'est retrouvé dans de beaux draps sur ce qui est devenu connu en France sous le nom de Affaire Benalla, c'est-à-dire Alexandre Benalla, le directeur de cabinet adjoint. D'accord. Et maintenant, pour une raison ou une autre, comme je l'ai dit, nous n'en avons aucune idée. Pourquoi ce journaliste a mentionné, mais a dit qu'Alexandre Benalla gardait le service psychiatrique. Donc, je vais vous montrer à nouveau Alexandre Benalla pour que vous puissiez le garder en tête, malgré son extrême jeunesse. Je veux être clair. Il n'a aujourd'hui que 33 ans. Il a un CV professionnel plutôt remarquable. D'accord. Quand Emmanuel Macron se présentait à la présidence, Alexandre Benalla n'avait que 25 ans et il a servi le candidat en tant qu'agent de sécurité. Il était le responsable de sa sécurité, d'accord. Une fois qu'Emmanuel Macron a été élu, il a ensuite nommé Alexandre Benalla son directeur de cabinet adjoint, d'accord. Une position énorme. Peux-tu imaginer avoir 25 ans et entrer à la Maison-Blanche, au palais de l'Élysée? On a ensuite découvert que ces deux-là avaient une relation incroyablement proche, si proche qu'Emmanuel l'a emmené en voyage de ski avec lui et sa famille, pas en tant que sécurité, mais comme si tu faisais partie de la famille lors d'un voyage de ski. Et même plus proche que ça, Emmanuel Macron a permis à Alexandre Benalla, ce gamin de 25-26 ans, en gros, de s'installer au Palais national de la République française. D'accord, il vivait au Palais de l'Alma. C'est choquant. Il avait un logement ici. D'accord. Alors que se passe-t-il ici? Imaginez que vous avez 26 ans. Tu vis dans un palais? Et, je ne sais pas, je me dis qu'il a dû fournir une sécurité incroyable au président. Il a dû rendre quelques services au président. D'accord. Quand tu creuses dans son passé, tu apprends ça. Quand Benalla avait 23 ans, il avait été accusé puis acquitté de violence contre une femme. D'accord. Dans la mesure où elle a dit qu'elle était devenue incapable de travailler. Mais comme je l'ai dit, il a été acquitté et ensuite il est devenu le responsable de l'équipe de sécurité d'Emmanuel Macron. Puis, quand Emmanuel Macron était président, un énorme scandale a éclaté qui est devenu connu sous le nom de l'affaire Benalla. En 2018, lorsque son directeur de cabinet adjoint a été surpris, sur caméra, déguisé en policier, en train de frapper des manifestants dans les rues de Paris. Je ne rigole pas. D'accord. Lamont, je t'ai dit, c'est comme le New York Times français a révélé l'histoire. Ils avaient des images de lui. C'était sans aucun doute Benalla, qui se faisait passer pour un policier et qui frappait un jeune manifestant dans la rue. Et ensuite, une deuxième vidéo est apparue, publiée sur Twitter, montrant Benalla attrapant une manifestante par le cou et l'entraînant. En fait, je vais demander à ma productrice Skylar si nous avons pu récupérer ces images. OK, super. Laissez-moi vous montrer quelques-unes de ces images. C'est juste pour vous faire comprendre ça. Ce que vous voyez, c'est un directeur de cabinet d'un président en train de frapper un manifestant. Il va entrer là-dedans en uniforme de police. C'est lui. Regardez ça. C'est juste des choses totalement normales pour un directeur de cabinet. Non, c'est juste ce que fait le directeur de cabinet de tout le monde à travers le monde. Il a ensuite été découvert que, alors que les gens commençaient à enquêter de plus en plus sur l'affaire, 3 policiers lui avaient fourni davantage d'images de surveillance.
Alexandre Benalla, il lui fournissait des images de surveillance qui n'avaient pas encore été rendues publiques, lui permettant essentiellement de préparer sa défense, ce qui nous indique que, d'accord, ils ont des liens avec les policiers. Clairement, sinon, il n'aurait pas reçu l'uniforme à porter alors qu'il prétendait être un policier ce jour-là. À l'époque de cette attaque, le président Macron était en Australie. Il semblait incroyablement réticent à se séparer de son chef adjoint ou à parler de l'affaire de quelque manière que ce soit publiquement. En gros, c'est pourquoi, je suppose, il a appelé son ami faisable. Que devrais-je faire? Que veux-tu dire? Que devrais-tu faire? Votre chef de cabinet vient d'être surpris en train de frapper des manifestants dans la rue. Pourquoi n'es-tu pas juste plus choqué par ça? Que veux-tu dire? Que fais-tu? Et il semble qu'Emmanuel Macron ait pu être tellement préoccupé par cela qu'il a essayé d'aider Alexander. Alors pourquoi fais-je cette supposition? Encore une fois, c'est une supposition, pas un fait. Mais ce qui est un fait, c'est qu'Alexander Benalla, lorsqu'il a été interviewé au sujet du scandale, non, personne d'autre que Mimi Marchand était dans la pièce pour l'assister, parlant à la presse. Amy Marchand, oui. La papesse des célébrités de la presse qui pouvait obtenir n'importe quoi dans la presse, faire retirer n'importe quoi de la presse, une femme, qui pouvait faire en sorte que la presse couvre des accusations de pédophilie pour ses amis. D'accord. Finalement, alors que le scandale a complètement englouti le palais de l'Élysée, ils ont effectivement dû se résoudre à renvoyer Benalla. Sur le papier, au moins, je veux être clair sur le papier. Il a été libéré parce qu'un autre scandale a ensuite émergé. On découvrirait plus tard que quelques mois plus tard, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient en fait pas retiré ses passeports diplomatiques et malgré le fait d'avoir apparemment été renvoyé plusieurs mois plus tard, il a utilisé ses passeports diplomatiques pour voyager et rencontrer des dirigeants africains, y compris le président du Tchad, un gars nommé Idriss Déby. Maintenant, pour les gens qui regardent ça depuis l'Afrique, vous regardez ce gars en vous demandant, n'est-ce pas qu'il est mort quelques années plus tard? Dans un de ces scénarios stéréotypés de western où soudainement un groupe de rebelles se soulève, ouais. Donne-moi une situation à la Muammar Kadhafi où les rebelles sont tellement mécontents qu'ils ont tué le président. Ouais, c'est ce qui est arrivé à ce gars au Tchad. Ouais. Donc, c'était naturel et les gens étaient vraiment mécontents dans les rues et l'Occident n'était pas impliqué. Néanmoins, Alexander Benalla rencontrait ce gars avec des passeports diplomatiques après avoir été renvoyé. Donc, c'était une deuxième partie du scandale. Il est alors apparu que pendant qu'il travaillait pour Macron, Alexander Benalla, ce roi, de 26 ans vivant au palais, avait en fait contracté des liens financiers avec deux oligarques russes qui étaient censés être membres de la mafia russe. Oups! Encore une fois, je suppose que tout le monde autour de moi est accusé d'être soit un criminel, soit un pédophile. Et alors, je suis sûre qu'Emmanuel Macron est toujours si innocent dans tout ça. Brigitte, ça leur arrive tout le temps. Ils essaient de s'entourer de bonnes personnes, les gars. Ils essaient vraiment de s'entourer de bonnes personnes. Je jure que c'est tout le monde autour d'eux. Ce n'est tout simplement pas eux. Je pense qu'on devrait vraiment jeter un œil à ce syndicat extraordinaire qui émerge autour d'eux, parce qu'on a déjà couvert beaucoup de ces personnes. Donc, Michel Marchand, évidemment, c'est la pape là-haut à gauche dans les médias français. On sait qu'elle a été impliquée dans des affaires louches. Elle a été expulsée pour falsification, extorsion, tout ce que tu veux. Elle en a été accusée. Une femme qui, d'après ce qu'on comprend, avait la capacité, la seule personne par laquelle les gens devaient passer pour obtenir des photos, du passé de la première dame. Elle possède Best Image, d'accord? Et tu me dis que c'est la seule personne qui peut produire des images du passé de Brigitte Macron avant qu'elle ne devienne professeure ou enseignante? Ça semble un peu suspect. Ensuite, en dessous d'elle, nous avons Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde parce qu'il contrôle LVMH. On a mentionné son gendre, Xavier Niel, qui était le lien, l'intermédiaire entre Mimi Marchand et le couple présidentiel. Mais je veux que tu saches aussi que LVMH possède Paris Match. D'accord, c'est là qu'elle met toutes ces images retouchées. Je dirais des images retouchées de Brigitte pour que tout le monde pense qu'elle est jeune, séduisante et irrésistiblement belle. Elle travaille là-dessus. Ensuite, nous allons nous diriger vers le coin supérieur droit. Nous avons mentionné Nicolas Ghesquière. C'est la personne qui habille la première dame, également sous l'empire LVMH, celui qui met des personnes transgenres, partout où il le peut. Honnêtement, vous devriez juste googler Nicolas Ghesquière pendant votre temps libre, parce que nous n'avons même pas effleuré la surface en ce qui concerne son engagement envers la cause trans et amener tous ces modèles trans et les mettre sur le podium en essayant de trans, tout.
Mais je suis sûre que Brigitte Macron est exactement qui il dit qu'il est. Et juste, je ne sais pas, il veut juste habiller Brigitte Macron pour une raison ou une autre, c'est ce que c'est. Ensuite, bien sûr, comme nous l'avons mentionné, la mère d'Emmanuel Macron, Françoise Nog, que nous savons être, concernant son travail pour essayer d'obtenir de nouvelles identités pour les personnes qui souffrent de problèmes d'identité et en passant, c'est légal. C'est légal maintenant. D'accord? Et ensuite, en bas, nous avons, comme nous venons de le discuter, Alexandre Vanalla. Alors, il suffit de rassembler tout ça, d'accord? Avec la falsification, l'extorsion. Et surtout, avec l'accès à une femme qui peut faciliter le changement d'identité, il ne suffit pas pour quiconque enquêtant sur cette affaire de poser des questions comme est-ce que c'est Brigitte Trognot sur la photo de mariage? Vous remarquerez que nous n'avons pas posé cette question lorsque mon équipe juridique est intervenue. Nous n'avons pas dit est-ce que c'est Brigitte Trognot sur la photo de mariage? Nous devions plutôt poser quelque chose de plus spécifique. Est-ce que c'est l'actuelle première dame de France, Brigitte Macron, sur cette photo de mariage? D'accord. Et c'est à ce moment-là que le couple devient vraiment silencieux. Ils ne veulent pas répondre à ces questions. Vous comprenez ce que je veux dire ici, d'accord? Parce que nous pouvons confirmer qu'il s'agit bien d'une photo, d'une femme nommée Brigitte Trognot sur cette photo de mariage. Où se trouve Brigitte? Nous ne pouvons pas le confirmer car la première dame refuse de répondre. Elle a une belle-mère qui aide les personnes transgenres à obtenir de nouvelles identités. Donc, vous devez essentiellement comprendre cela. Vous pouvez simplement prendre le nom de quelqu'un. Vous pouvez devenir quelqu'un d'autre en un instant. Maintenant, légalement, quand vous devenez transgenre, d'accord? Cela nous amène à Jean-Michel Trognot. Et nous devons évidemment parler de lui. C'est le frère de Brigitte Trognot. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire, Jean-Michel Trognot. Il est vraiment important que nous apprenions à son sujet. Un gars qui était si proche de sa sœur, deux personnes différentes. Sa sœur, Brigitte Trognot, l'a choisi comme témoin à son mariage. Mais ensuite, il a complètement disparu des mentions lorsque la première dame, Brigitte Macron, est arrivée au pouvoir. Il semblait y avoir une intention de laisser cette personne passer entre les mailles du filet, malgré tout ce qui était écrit sur sa famille et d'où elle venait. Il n'y a eu aucune mention de Jean-Michel Trognot. C'était le chien qui n'aboyait pas. Nous allons parler de lui. Nous allons laisser ce chien aboyer. D'accord, parlons. De Jean-Michel Trognot. Cela fait le buzz en France. C'est explosif. Tout le monde sait qu'il se passe quelque chose ici, mais le monde anglophone n'a pas compris ce qui se passait. Et il y a beaucoup de questions, même dans le monde francophone. Ils ne comprennent pas pourquoi Xavier Poussard n'a pas été poursuivi pour diffamation alors que Natacha Ray l'a été. Quelle est la différence? Xavier Poussard m'a toujours dit très clairement que sa grande avancée est due au travail de Natacha Ray. Elle est venue le voir et a d'abord dit « Comme ça, c'est Jean-Michel Trognot. J'ai travaillé là-dessus. » Alors, où est-ce qu'elle a raté le coche et où est-ce qu'il ne l'a pas raté? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et c'est pourquoi il était si important pour moi de ralentir ça. Pour vous, nous parlons de deux individus différents. Jean-Michel Trognot et sa sœur Brigitte Trognot. Ce que vous devez savoir sur Jean-Michel Trognot, c'est qu'il est né le 11 février 1945. Et en ce qui concerne son existence, il n'y a pas de doute. En fait, c'est un contraste frappant avec le fait d'essayer de se pencher sur Brigitte Trognot. Contrairement à sa sœur, Brigitte Trognot, qui, comme son mari, semble avoir presque toutes les traces de son existence magiquement effacées, détruites. Vous ne pouvez pas mettre la main sur des documents, en fait. Brigitte Trognot, la personne qui prétend être au palais de l'Élysée en tant que Brigitte Macron, on pourrait penser qu'il serait très facile d'obtenir des photos d'école d'elle. Vous ne pouvez pas les obtenir. Xavier Poussard a traversé des procédures judiciaires pour obtenir un annuaire qui devrait être fourni par la loi. D'accord. Elle est allée au Sacré-Cœur, Sacre-Croix. J'espère que je le dis bien en français. Sacre-Croix. Et ils sont censés te donner l'annuaire pour que tu puisses voir une photo. Malgré cela, l'école refuse de le faire. Alors, pourquoi une école refuserait-elle de te donner une photo de la première dame? De la première dame en grandissant? Pourquoi ne pouvons-nous pas voir des photos de la première dame dans les annuaires qui existent? Pourquoi ne pouvons-nous pas la voir à l'école primaire, au collège, au lycée? Pourquoi est-il impossible de rassembler la moindre trace de l'existence de Brigitte Trognot? Et c'était aussi difficile mais pas impossible de recueillir
des choses sur Jean-Michel Trognot. Et nous avons pu reconstituer une chronologie très claire de son existence jusqu'à ce qu'il tombe un peu comme par magie dans l'oubli. Donc nous allons... Je vais te guider à travers cette chronologie, d'accord? Jean-Michel, comme je te l'ai dit, est né en 1945. Nous savons donc qu'il commence à fréquenter une académie jésuite. Nous avons plusieurs photos de lui à l'académie jésuite et je vais vous montrer l'une d'elles, je crois, que nous avons ici. Ouais. Donc, si tu regardes là en bas à droite, tu verras que c'est Jean-Michel Trognot. D'accord? Et comme je l'ai dit, je vais garder certaines des photos que nous avons parce que Xavier Poussard va être notre prochain épisode, cette interview, et ce qu'il a réussi à obtenir est explosif. Et je ne veux pas lui gâcher ça. Revenons à notre chronologie. En 1953, sa petite sœur, Brigitte Trognot, est née. Ensuite, nous savons, comme je l'ai dit, qu'il a continué à fréquenter cette académie jésuite. Ensuite, nous avons cette célèbre photo de famille de 1944, qui est la meilleure image publiée pour le réalisateur du documentaire, qui avait l'impression qu'elle était, pour une raison ou une autre, en train d'être interrogée par le palais de l'Élysée. Ce serait la traiter comme si elle était sous interrogation. Elle a réussi à mettre la main sur cette photo de famille. De 1955 à 1956, il est de retour à l'école. Encore une fois, nous aurons ces photos de classe disponibles pour vous dans l'interview de Xavier lors de notre entretien que nous publierons ensuite. En 1960, la sœur de Brigitte et Jean-Michel Trognot, Marie-Vonne Trognot, meurt dans un accident de voiture avec son mari, Paul Farcy, le 24 février. Leur fille, Natacha, âgée de 5 mois à l'époque, survit et finit par épouser un gars nommé Richard, et ils ont 2 filles. En 1963, le public reçoit alors une photo de ce qu'on nous dit être la vraie Brigitte Trognot à la communion. Nous remarquons que cela ne ressemble pas à la première dame actuelle, et la première dame actuelle a jusqu'à présent, à ce jour, refusé de répondre à ma question sur le fait de savoir si, non pas si c'est Brigitte Trognot sur la photo, mais si c'est elle sur la photo. Différenciation importante. En 1963, Jean-Michel Trognot vivait à Alger, en Algérie, en février. Donc il avait 18 ans. C'est une chose très inhabituelle, comme m'a dit Xavier, car c'était juste après la sanglante guerre d'indépendance, l'Algérie obtenant son indépendance de la France. Et il dit qu'à cette époque, aucun Français ne se rendait en Algérie à moins d'être communiste, mais nous savons qu'il était là parce qu'il y avait un recensement disponible et nous sommes, soudainement, désireux d'obtenir une photo de lui à cette époque parce que, eh bien, maintenant nous ne parlons pas de photos d'enfance, ce qui semble être la seule chose que Brigitte Macron veut publier. Une très petite quantité, un total de quoi? 3 photos qui ont été publiées. Elle ne veut pas publier de photos plus anciennes, jusqu'à ce que soudainement, Brigitte Macron est professeure, n'est-ce pas? Brigitte Ozière dit « Oh, je suis professeur ». Nous manquons un peu ces années importantes de sa vie, ce qui nous permettrait de voir son visage. Elles évoluent un peu avec le temps, n'est-ce pas? Cette prochaine photo, que je ne vais pas vous montrer parce qu'elle est explosive et qu'il a fallu des années à Xavier Poussard pour l'obtenir, il met la main sur une photo de Jean-Michel Trognot, qui est inscrit à l'école ESTP, une école d'ingénieurs française. Cela devient la dernière photo vérifiée que nous avons dans nos archives. Mais je veux que vous notiez qu'il a 18 ans à ce moment-là. Vous prenez n'importe quelle personne, vous prenez une photo d'eux quand ils ont 18 ans, et il est très difficile de dire que vous vous attendiez à ce que cette personne ait l'air fondamentalement différente, n'est-ce pas? Des décennies plus tard, parce que vous êtes un jeune adulte, n'est-ce pas? En revenant à cette chronologie, nous savons alors que la véritable Brigitte Trognot épouse André-Louis Ozière, devenant ainsi Brigitte Ozière. Nous avons une annonce de mariage, nous avons une photo de mariage, ça s'est vraiment passé, et c'est la photo. Ce à quoi Natacha Ray a fait une erreur malheureuse et tout à fait compréhensible. Et puis, comme je vous l'ai dit, pour une raison quelconque, Jean-Michel disparaît, photographiquement. Il disparaît, et puis cette chose incroyable se produit en 1977, quand les gens ont commencé à réaliser que leur première dame, quelque chose dans cette histoire n'avait pas de sens, quand les gens ont commencé à parler de leurs soupçons qu'ils regardaient un homme ayant fait une transition. Pour de nombreuses raisons, ils ont pu déterrer une interview d'accord. De 1977. Et c'est un homme qui dit qu'il a fait une transition et qu'il vit en tant que femme nommée Véronique. Maintenant, pour mes auditeurs anglophones, cela va être un peu déroutant pour vous.
Donc, je vais vous expliquer pourquoi c'était si explosif. Chaque personne qui parle, vous pouvez changer votre nom. Vous pouvez essayer de parler dans un ton différent, mais vous avez des tics, vous savez, presque. Des choses que vous dites sans même réaliser que vous les dites, des mots sur lesquels vous pourriez compter. Et pour la première dame Macron, ce tic, pour ainsi dire, c'est elle dit. C'est-à-dire n'est-ce pas? C'est-à-dire, certaines personnes pourraient dire comme, vous savez, comme j'allais genre au magasin et genre, son tic, c'est-à-dire. Donc, nous avons cet individu qui apparaît mais ne montre pas son visage. C'est évoqué dans cette émission de talk show en 1977 où il dit que son nom est Véronique et qu'il a fait une transition et la personne a exactement la même voix que l'actuelle première dame de France et le même tic. Et bien sûr, à l'époque où la première dame faisait toutes ses interviews, elle n'a jamais pensé que le public allait fouiller cette vieille interview de cet individu transgenre dans une émission de talk show disant c'est-à-dire, encore et encore. Alors, je vais jouer un petit extrait de cette interview. Bien sûr, c'est en français, donc cela ne signifiera rien pour les auditeurs anglophones. Mais ensuite, je vais vous lire la transcription parce qu'il y a d'autres coïncidences importantes qui se sont produites. Écoutez bien. Je pense qu'il n'y a pas de transformation, car la psyché est déjà féminine, et l'individu, dans ce cas, moi, est déjà préparé à ce genre de mutation par nécessité. Dans ce sens, nous nous sentons comme des femmes, et nous régularisons une situation sans plus. Il n'y a pas de mutation, il y a une régularisation. Vous êtes devenues complètement des femmes, alors depuis combien de temps avez-vous été opérées? Je n'aime pas vraiment l'expression devenir complètement des femmes, c'est-à-dire que nous devenons une sorte de femmes qui peuvent copuler. Mais nous ne pouvons pas procréer au-delà des problèmes juridiques dont nous parlerons plus tard, c'est-à-dire que cette intégration se fait sans problème au niveau individuel, elle n'existe pas. Maintenant, essentiellement, quelqu'un dans le chat ici vient de dire, c'est sa voix, mais aussi. Quelqu'un a dit dans le chat que ça, on pourrait appeler ça une empreinte vocale. C'est une façon parfaite de dire que c'est une empreinte vocale. Il y a des choses dont tu ne peux tout simplement pas te débarrasser. Mais aussi, même quand tu transformes ton identité, tu as toujours une identité. Tu as toujours des intérêts qui ne disparaissent pas comme par magie. Si tu changes de nom, d'accord. C'est pourquoi je vais te dire ce qu'elle dit dans le script. Candace Owens, même si je change mon nom en Jean-Michel Trogno, cela ne transforme pas mes intérêts. Ça ne me définit pas, j'adore la cuisine italienne. Je ne vais pas soudainement ne plus aimer la cuisine italienne juste parce que je pourrais devenir Jean-Michel Trogno. Je ne vais pas soudainement perdre tout intérêt pour l'affaire Blake Lively et Ryan Reynolds juste parce que j'ai changé légalement mon nom en Jean-Michel Trogno. Et donc, cette interview a été explosive lorsqu'elle a été publiée à cause des choses que Véronique a dites. Alors, je vais vous montrer la transcription en anglais et vous lire ce que cela donne en traduction. Alors, l'intervieweur demande, il dit au public, je ne peux garantir que l'authenticité du témoignage de Véronique. Véronique, j'aimerais savoir si, lorsque tu as subi cette opération, qui est celle que tu as eue, c'était un moment difficile pour toi, ou était-ce juste la culmination de quelque chose qui s'était passé avant? Véronique dit, je ne pense pas qu'il y ait une transformation parce que la psyché est déjà féminine, et l'individu, dans ce cas, moi, est déjà préparé à ce genre de mutation par nécessité, dans le sens où nous nous sentons comme des femmes, et nous normalisons simplement la situation. Il n'y a pas de transfert. Il y a une normalisation. L'intervieweur dit donc, tu es complètement une femme. Il y a combien de temps que tu as subi l'opération? Fait intéressant, elle ne répond pas à cette partie de la question sur quand elle a subi l'opération, mais elle continue et dit, je n'aime pas vraiment les mots complètement. Une femme. En d'autres termes, nous devenons une sorte de femme qui peut copuler mais ne peut pas procréer, d'où les problèmes juridiques dont nous parlerons plus tard. En d'autres termes, l'intégration se passe bien. Au niveau individuel, elles n'existent que sur un plan social. D'accord? Donc, déjà, elle commence à parler de ce problème dont nous savons que la mère d'Emmanuel Macron va s'occuper, qui est en gros, d'accord, il y a ces problèmes juridiques avec qui nous nous identifions et qui nous savons que nous sommes des femmes. D'accord? Mais nous avons ces obstacles et barrières juridiques, et c'est pourquoi je m'interromps en racontant mon histoire, parce que nous devons changer cela. Nous devons être capables de changer cela. L'intervieweur dit, tu as un emploi que nous n'allons pas révéler ici. Disons simplement que c'est un emploi qui concerne le public. Véronique répond, c'est ça, je suis artisan, j'ai un contact régulier avec le public,
Je suis en contact étroit avec les clients. Je n'ai pas de problème. J'avais l'habitude de le faire parce que j'avais un genre phénotypique, ce qui signifie une apparence ambiguë. Ils m'ont pris pour ce que je n'étais pas, un homosexuel. Ce qui n'était pas le cas, ni dans mon comportement, ni dans ma façon de penser. Mais malheureusement, cette image a entraîné une non-intégration. C'est partiellement coupé ici pour moi, mais ça dit non-intégration. Et en fait, j'ai normalisé une situation pour mon intégration. Et je vis très légalement et honorablement pour des raisons d'état civil. Il est possible de changer votre prénom. Pour un prénom ambigu, c'est très important car cela permet l'intégration ou la pseudo-intégration dans la société, dans le sens où il y a toujours des problèmes, mais ils peuvent être résolus administrativement, par accord mutuel, mais légalement, il n'y a pas de solution, contrairement à toute la législation étrangère, sauf la législation belge, qui est calquée sur la nôtre. L'intervieweur a ensuite demandé « Est-ce que tu sens que tu es maintenant complètement toi-même et que tu n'as plus de problème à t'identifier depuis ton opération ?» Véronique dit « Pour dire la vérité, je n'ai eu des problèmes d'identification qu'envers les autres, pas avec moi-même. Je me voyais comme ce que j'étais, une femme avec un corps qui ne lui appartenait pas. C'est très difficile à concevoir pour quelqu'un qui est à l'aise dans sa peau. J'utilise le terme à l'aise dans sa peau parce que c'est l'image typique, parce que je n'avais pas de problème, mais les gens ont créé des problèmes. Maintenant, je n'ai plus de problème. Pour dire la vérité, cette opération, c'est l'ablation de cet organe inutile dans notre cas, car il est à la fois inutilisable et non utilisé. Et l'intervieweur lui demande « Est-ce que tu vis seule ?» Véronique dit « Je ne suis avec personne, mais j'ai vécu avec une femme. » Et a conçu cette union, dans le style de George Sand et Chopin. Chopin était probablement une personne transsexuelle. Son style de mélodie, la façon dont il joue, rend cela assez clair. Je pense que l'image qui a été donnée de l'union Rimbaud-Verlon est une image déformée, caricaturale, qui ne correspond pas du tout. C'est très important, d'accord. Elle a ce tic de langage. C'est exactement comme celui de Brigitte McCrown. Si tu parlais français, tu comprendrais ça. Mais elle a aussi mentionné le compositeur musical Frédéric Chopin, ainsi que les poètes gays Paul Véronique et Arthur Rimbaud. Alors, pourquoi est-ce que c'est significatif? D'accord, eh bien, ces poètes, ils étaient dans une relation homosexuelle. Tu sais, mais la violence, une relation très violente. Donc, elle apparaît clairement comme quelqu'un de très éduqué. Ce n'est pas n'importe quelle personne. C'est quelqu'un qui a été éduqué dans les classiques, qui est... Dans cette émission, l'objectif est d'essayer de faire avancer la législation pour faciliter la sécurisation des identités des personnes trans. C'est bien le but de cette apparition, n'est-ce pas? Et comme je l'ai dit, l'objectif d'utiliser quelqu'un qui a cette capacité à communiquer et à parler des hautes arts est de rendre les gens, peut-être le public, plus sympathiques à la cause, n'est-ce pas? Elle dit « J'ai toujours été une femme », ce qui est drôle parce qu'en lisant ça, il y a aussi cette phrase qui résonne dans ma tête, que Brigitte et Emmanuel m'ont écrit dans la première lettre juridique. Ils ont dit « Elle ne te doit aucune preuve qu'elle a toujours été et sera toujours une femme ». C'est une chose très étrange à écrire. C'est presque comme si je le croyais, et donc ça l'est. Et, bien sûr, tu me dois une preuve. Tu vas dire que tu vas me poursuivre devant un tribunal du Tennessee. Tu me devras absolument une preuve si tu vas dire que je t'ai diffamé. Revenons à la mention de ces références classiques concernant Chopin. Le premier couple, lorsqu'il créait sa légende, dans le public, a affirmé avoir déplacé un piano au palais de l'Élysée parce qu'Emmanuel Macron, souvenez-vous, le virtuose, aimait jouer Chopin pour Brigitte et pour Brigitte seulement, donc c'est quelque chose qui compte pour le couple, d'accord? Concernant les poètes homosexuels qu'elle a mentionnés, Paul Verlaine et Rimbaud, Emmanuel Macron, en tant que président, a envisagé de les admettre. Tous les deux, dans le Panthéon, c'est là où ils enterrent tous ces héros français. Et cela a déclenché un énorme débat. Ces personnes devraient-elles, tout d'abord, l'un des amants a tiré sur l'autre et l'autre a dû purger une peine de prison? Serait-ce une bonne chose de les déplacer? Il allait les honorer en les enterrant dans cette structure significative, ce homosexuel. Ces poètes homosexuels et grands en les enterrant dans cette structure significative. Mais ce qui s'est finalement passé, c'est que la famille de Rimbaud a fermement rejeté cet honneur parce qu'il ne voulait pas que son héritage soit réduit à celui d'une icône gay. C'est donc incroyablement fascinant, n'est-ce pas?
C'est incroyablement fascinant d'avoir cette personne, Véronique, qui dit et mentionne toutes les personnes que nous connaissons ont cette signification dans leur relation entre Emmanuel Macron et Brigitte. Et après que quelqu'un a utilisé une analyse vocale par IA, ils ont dit que c'était 100% la même personne. Et tu sais, je ne connais pas grand-chose à ces logiciels, mais qu'une personne vienne et déclare que c'est 100% la même personne et que la seule différence est que la voix a vieilli tout en ayant les mêmes tics, c'est beaucoup de coïncidences. C'était majeur quand cela s'est produit et quand cela a été révélé. Et puis, il y a d'autres choses intéressantes à retenir ici, d'accord? Quand tu replonges, dans la chronologie, Véronique apparaît, on ne sait pas. Quel est le nom de cette personne dans la vie? Ils utilisent ce nom pour cette interview, Véronique. Pas de nom de famille. Nous ne savons rien d'autre. Mais n'oublie pas que cette personne a aussi dit qu'il n'est pas dans une vraie relation, mais qu'il vit avec une femme. D'accord? Véronique dit qu'il vit avec une femme. Eh bien, quand nous replongeons dans notre chronologie de Jean-Michel Trognot, nous découvrons qu'à ce moment-là, Jean-Michel Trognot, après cette interview, épouse une femme. Et ironiquement, son nom est Véronique. Alors, serait-il possible que Jean-Michel ait pris le nom d'une chère amie nommée Véronique, avec qui il vivait et qu'il a ensuite épousée? Nous ne savons pas parce que, bien sûr, il n'y a pas de photo de ce mariage. Il n'y a rien là. Jean-Michel Trognot sur le papier se marie avec une femme nommée Véronique Drouin. D'accord? Et ensuite, ils ont un enfant. Ils ont un enfant en 1982 nommé John Jack. C'est le John Jack qui ressemble énormément à Emmanuel Macron. Et puis, peu de temps après, en 1987, Jean-Michel divorce de Véronique Drouin. Alors, mesdames et messieurs, que se passe-t-il? Sérieusement, c'est quoi ce qui se passe dans cette histoire? Que se passe-t-il? Comment avons-nous ces acteurs qui ne peuvent pas produire d'images de ces événements très pertinents qui se sont déroulés dans leur vie? Tu sais, où est John-Michel Trognot? Tu t'es marié avec une femme? Il n'y a pas de photo de ton jour de mariage? Non, tu as juste décidé de te jeter d'une falaise et d'arrêter d'être photographié? Au même moment où Brigitte Macron, la professeure, la maîtresse, est née soudainement, plus de photographies pour vous. Que se passe-t-il ici? Pourquoi avons-nous une situation où les écoles qui sont légalement tenues de publier des photos? Je crois qu'en France, après 50 ans, toute personne peut obtenir n'importe quelle photo de quelqu'un qui était à l'école. Non, vous pouvez publier les photos. Pourquoi refuse-t-il? Pour publier des photos de celle qui était censée être la première dame, à l'école primaire, au collège et à l'université. Pourquoi ne pouvons-nous pas obtenir ces photos? Pourquoi les gens doivent-ils passer par les tribunaux et être manipulés pour obtenir ces photos? Si c'est vraiment toi, Brigitte Macron, et que tu n'as pas pris l'identité de ta sœur, si c'est vraiment toi, pourquoi as-tu du mal à répondre à des questions basiques? Oublier les conspirations? Pourquoi refuses-tu de répondre à des questions basiques tout en essayant de pousser les gens à porter plainte pour diffamation, en attendant que les gens fassent des erreurs? Pourquoi ne pas simplement clarifier es-tu la même personne sur cette photo de mariage? Es-tu Brigitte Trognot? Quelle question plus basique aurais-je pu te poser plutôt que as-tu, Brigitte Macron, donné naissance physiquement à 3 enfants? D'accord? Ne laissez pas les gens, les médias, vous manipuler en vous faisant croire que vous demandez quelque chose qui est juste une telle invasion de la vie privée. C'est complètement fou. D'accord. Nous sommes au-delà de la folie. Quand nous parlons de questions aussi basiques, cela aurait pu mettre fin à tout ça depuis longtemps. Et nous en sommes à peu près à 8 ans avec eux. Au lieu de cela, ils préfèrent essayer légalement de berner les gens, de les effrayer, de les intimider, envoyer des voyous potentiellement, d'accord? Et quand nous regardons cette nébuleuse, quand nous regardons l'entourage et le casting de soutien d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron, te sens-tu à l'aise avec ce qui se passe ici? Est-ce que c'est tous les jours que tu as besoin de quelqu'un qui falsifie des documents autour de toi? Apparemment, Mimi Marchand, elle est encore en procès. En ce moment, quelqu'un qui a été largement impliqué dans l'extorsion, qui fait face à un procès en ce moment pour extorsion,
Est-ce normal d'avoir ce genre de membres de gang autour de toi? Les gens qui peuvent contrôler les images, qui peuvent éditer des images et les mettre dans la presse? Allons-nous accepter, en tant que public, que ce soit complètement normal qu'ils continuent à atterrir dans ces scandales de pédophilie? Ou allons-nous reconnaître qu'il se passe quelque chose de très sinistre, qu'Emmanuel Macron et Brigitte Macron ne se présentent pas comme ce qu'ils disent être, comme qui ils disent être? Je crois qu'ils ont été préparés pour ce poste. Je crois surtout qu'Emmanuel Macron, sans aucun doute, a été préparé par Brigitte. Il n'y a pas de doute là-dessus. La seule question qui reste est qui diable est Brigitte Macron? Et la réponse évidente pour moi, et après avoir vu ces photos, que tu vas voir une en particulier. De quand Jean-Michel Trudeau avait 18 ans, tu vas tomber à la renverse, comme je l'ai fait quand je l'ai vu. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Et, heureusement pour le travail de Xavier Poussard, la seule chose qui l'a aidé à ne pas faire d'erreur, c'est qu'il utilisait un programme d'IA que le Forum économique mondial a évalué, le logiciel de détection faciale numéro 1, qui lui a permis d'éviter de faire des erreurs. C'est le même programme qui est utilisé par la Chine, n'est-ce pas? Évidemment, tu sais, ils ont en Chine le système de crédit social. Et il faut pouvoir distinguer chaque visage, n'est-ce pas? Des visages très similaires, ils doivent pouvoir les distinguer. Et cela a été classé comme le logiciel numéro 1. Pour pouvoir faire ça, et donc quand il pensait à quelque chose, il lançait le logiciel. Comme avec la photo de mariage, il a lancé le logiciel et il a dit « Je sais que ce gars ressemble à ce gars, mais le pourcentage sur ce logiciel indique que le cousin et l'homme sont deux personnes différentes. » Donc il n'a pas suivi cette théorie, il ne s'est pas juste fié à son instinct. Il était également aidé par un logiciel qui lui donnait des réponses avant même qu'il sache vraiment ce que les réponses étaient. Nous en parlerons davantage quand je m'assoirai avec lui, mais sache que le logiciel qu'il utilise à la bénédiction du Forum économique mondial, je pense que nous avons tous compris, ce forum est plutôt maléfique et ils veulent que nous puissions tous être identifiés. Et le logiciel, je l'ai testé moi-même pour y croire, c'est incroyable. Je veux dire, tu peux prendre une femme quand elle a 6 ans, elle aurait pu avoir 20 opérations sur son visage pour le transformer et ça continuera encore. C'est sa chance de 80. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ça me terrifie un peu pour notre avenir, ça me terrifie en général à propos de l'IA. Mais pour les besoins de son enquête, ça lui a vraiment permis de trier les choses. Et lui, il n'y a aucun doute, en voyant cette technologie dans mon esprit, la seule question que j'ai est qu'est-il arrivé à sa sœur, Brigitte Trudeau? Et tu y arriveras aussi. Comme je l'ai dit, je ne voulais pas nous donner trop de spoilers. Avant l'interview, je pourrais m'asseoir avec lui, mais il y a juste plus. Il y a encore tellement plus à déballer. Le lien avec les Rothschild, les emplois qu'il a obtenus et qu'il ne méritait pas, Emmanuel Macron. Et, comme je l'ai dit, nous aborderons toutes ces choses.